Au Togo, 5 personnes ont été blessées par balle ce jeudi à Lomé lors de heurts qui ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre. Mercredi, au moins 4 personnes avaient déjà été tuées, selon un bilan du gouvernement. Au Kenya, le leader de l'opposition estime qu'il n'est pas trop tard pour faire des réformes de la commission électorale indépendante, ce qui pourrait l'amener à reconsidérer sa décision de se retirer du scrutin. En France, troisième journée contre les ordonnances en vigueur depuis près de mois. La CGT et Solidaire ont organisé jeudi une manifestation en attendant une éventuelle action plus large. Voilà pour le sommaire. Ouvrons ce journal par des nouvelles du Togo. 5 personnes ont été blessées par balle hier à Lomé, selon des sources concordantes lors de heurts qui avaient opposé des jeunes aux forces de l'ordre. L'opposition, pour sa part, parle de 3 morts et 44 blessés pour la journée de jeudi dans la capitale. Mercredi, au moins 4 personnes avaient déjà été tuées à Lomé et Sokodé au cours de violents affrontements, selon un bilan du gouvernement. Les images. 5 personnes ont été blessées par balle jeudi à Lomé lors des heurts opposant des jeunes aux forces de l'ordre togolaises dans le cadre d'une manifestation interdite de l'opposition. Mercredi, au moins 4 personnes avaient déjà été tuées selon le gouvernement dans les 2 principales villes du pays, Lomé et Sokodé, au cours de violents affrontements. Ce qui porte à 12 le nombre de personnes tuées en 2 mois de manifestation. Au niveau de l'hôpital de Baie et certains parmi où on a enregistré 1 mort par balle et 3 blessés également par balle. Quel endroit les gens ont été blessés par balle? Et par qui? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a que les forces de sécurité qui ont des armes. Au niveau de ce côté, on a enregistré 3 morts. 3 morts par balle. Tout à l'heure, je disais, un manifestant a été aperçu au niveau de Bidaoura, pour ceux qui connaissent ce côté, avec un Kalachnikov. Et l'autre a été aperçu là-bas avec un NAC. Celui qui a été aperçu avec un NAC a été blessé, lui, il est à l'hôpital. Des bandes de jeunes avaient dressé hier des barricades et brûlé des pneus dans le quartier de Baie, secteur historique de l'opposition, dans la capitale Lomé, d'où devaient partir les manifestations. Les forces de l'ordre déployées en nombre sont intervenues pour les disperser, faisant usage de gaz lacrymogène. La principale coalition d'opposition avait maintenu, malgré l'interdiction du gouvernement, son appel à marcher jusqu'au siège de la CEDEAO pour demander la démission du président Faure Gnassingbé. Au Kenya, le chassé-croisé continue autour de la tenue ou non de la présidentielle du 26 octobre. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, estime qu'il n'est pas trop tard pour faire des réformes de la commission électorale indépendante, ce qui pourrait l'amener à reconsidérer sa décision de se retirer du scrutin du 26 octobre. Possible rebondissement dans le dossier reprise de l'élection présidentielle au Kenya. Raila Odinga, chef de l'opposition kenyane, a déclaré jeudi qu'il pourrait reconsidérer sa décision de quitter la course électorale difficile du pays. Mais il pose une condition, qu'il y ait eu des progrès adéquats sur la réforme électorale. Les révélations de Mme Akombe et la déclaration du président hier ont confirmé nos craintes et nos raisons de nous retirer de cette course. Il est maintenant clair pour tout le monde qu'il n'existe pas d'environnement propice à un processus électoral libre et équitable. C'est une bonne chose que les choses soient en train de sortir maintenant. Le président, comme vous le savez, et comme l'a dit Mme Akombe, a été pris en otage par certains commissaires et il faut aussi s'occuper de cela. Il y a des membres du personnel du secrétariat qui sont partisans et qui ont participé à l'organisation des dernières élections et qui sont toujours en place. Tout cela n'inspire pas vraiment confiance que nous pouvons avoir un processus approprié. Si des consultations appropriées sont menées et que des réformes appropriées sont mises en œuvre et si les craintes que nous avons soulevées et qui nous ont poussés à nous retirer de cette course sont prises en compte, nous reviendrons sur notre décision. Mais dans l'état actuel des choses, notre position est celle que nous avions annoncée. Odinga a fait ses remarques une semaine avant les élections présidentielles et après avoir rencontré Wafula Chebukati, chef du bureau électoral du Kenya.
Odinga a annoncé la semaine dernière qu'il ne participerait pas au scrutin en raison de problèmes à la commission électorale et de délimitation indépendante de Chebukati. Au Cameroun, la répression meurtrière des autorités dans les régions anglophones alimente un risque d'insurrection armée. C'est ce que révèle un rapport du Centre d'analyse international Crisis Group rendu public ce jeudi. L'organisation appelle le président camerounais Paul Biya à prendre ses responsabilités afin de trouver au plus vite des solutions politiques à la crise. Le président camerounais Paul Biya doit prendre ses responsabilités et agir vite pour trouver des solutions politiques à la crise dans les régions anglophones du Cameroun où la répression meurtrière des autorités alimente un risque d'insurrection armée. C'est en ces termes qu'un rapport du Centre d'analyse international Crisis Group a mis en garde jeudi. La crise qui dure depuis un an dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun a dégénéré le 1er octobre dernier en marge de la proclamation symbolique d'indépendance par des militants sécessionnistes. Les violences avaient fait au moins des dizaines de morts et plus de 100 blessés parmi les manifestants. Selon l'organisation, les rangs des sécessionnistes augmentent de jour en jour et certains d'entre eux évoquent plus résolument l'idée d'une lutte armée ou de l'autodéfense du fait de cette répression meurtrière par les forces de l'ordre. International Crisis Group demande par ailleurs aux partenaires internationaux du Cameroun, jusqu'ici passifs voire complaisants vis-à-vis du régime, de condamner fermement la violence d'État et la répression meurtrière, d'exiger une enquête indépendante, de même que l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la décentralisation et le fédéralisme. En visite à Bamako, Fatou Bensouda a assuré que ses enquêtes au Mali se poursuivent. La procureure de la Cour pénale internationale a donné cette assurance alors que l'institution a jugé et condamné l'un des principaux responsables de la destruction des mausolées de la cité historique de Tombouctou dans le nord du pays. Images son. La Cour pénale internationale poursuit ses enquêtes au Mali après avoir condamné le principal responsable de la destruction des mausolées de la cité historique de Tombouctou. C'est ce qu'a indiqué mercredi à Bamako la procureure de l'institution Fatou Bensouda qui était en visite. Our investigations are continuing with respect to other crimes. Nos enquêtes continuent sur d'autres crimes qui ont été commis, comme des crimes sexuels ou sur la base du genre et des crimes contre des gardiens de la paix, des meurtres et tout ça. Je ne suis pas en position d'évoquer ce qui est fait pour Al-Mahdi, mais je peux vous dire que la Cour examine d'autres crimes dans le contexte de nos enquêtes au Mali. Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a été condamné en septembre 2016 par la CPI à 9 ans de prison pour avoir intentionnellement détruit la porte de la mosquée Sidi Aya et 9 des mausolées de Tombouctou classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pour Fatou Bensouda, il était très important de juger un crime de cette nature. Tombouctou was a focus of our investigations. Tombouctou était le centre de notre enquête. Je pense que c'était très important qu'un crime de cette nature soit mis en lumière. On sait que cela se passe partout, mais dans le contexte du Mali, nous pouvons montrer qu'il s'agit de crimes sérieux et que leurs auteurs sont poursuivis par la Cour parce que nous en avons le mandat et que ce crime est couvert par le statut de Rome. C'était important d'envoyer ce message. Évoquant la plainte contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy pour avoir déclenché la guerre en Libye et causé la mort de Mouammar Kadhafi, déposée devant la CPI par plusieurs organisations de la société civile ouest-africaine réunies début octobre à Bamako, la procureure de la CPI a assuré qu'elle sera traitée comme toutes les autres communications et allégations que l'institution reçoit. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu à Ankara ce jeudi son homologue nigérian Muhammadu Buhari s'y est rendu pour prendre part au 9e sommet des 8 pays en développement des 8 qui se tiendra ce vendredi. Voici les détails. À l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan, le président nigérien Muhammadu Buhari participera à une visite officielle de travail à Ankara, la capitale turque. Et pendant qu'il aura un tête-à-tête avec son homologue turc, les délégations des deux pays discuteront dans divers domaines, notamment la coopération en matière de défense,
de sécurité, d'éducation et des questions migratoires. Le séjour du président nigérian vise également, selon le porte-parole présidentiel Femi Adesina, à participer au 9e sommet des 8 pays en développement qui se tiendra vendredi sous le terme « Élargir les opportunités par la coopération ». D'après Femi Adesina, Muhammadu Buhari se servira de ce sommet pour renforcer des liens de plus en plus étroits dans un large éventail de domaines de coopération avec les dirigeants des pays membres du D8, que sont le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Pakistan et la Turquie. Au cours de ce sommet, le dirigeant nigérian mettra également en évidence l'importance de la confiance dans l'environnement et l'économie au Nigeria. En bref et en images, une épidémie de peste porcine s'est déclarée dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite jeudi par le gouvernement. Ce dernier a décidé d'interdire la consommation de cette viande dans la zone affectée. En effet, la peste porcine est une maladie redoutable inscrite sur la liste des maladies animales prioritaires à surveiller en Côte d'Ivoire d'après un communiqué du ministère ivoirien des Ressources animales et halieutiques. En 1996, la Côte d'Ivoire avait enregistré sa première épizootie de peste porcine qui avait tué plus de 100 000 porcs et nécessité un investissement de 2,7 millions d'euros environ pour résoudre le problème. Je l'annonçais en titre, 3e journée contre les ordonnances en vigueur depuis près de mois en France. La CGT et Solidaire ont organisé jeudi une manifestation en attendant une éventuelle action plus large avec d'autres syndicats qui pourraient être décidés lors d'une réunion le 24 octobre. Les images. Mobilisation des syndicats contre les ordonnances en France. L'exécutif, de son côté, est déjà passé à autre chose. Édouard Philippe a rappelé jeudi que les ordonnances ont été signées, publiées et qu'elles sont en vigueur. Le Premier ministre a d'ailleurs entamé cette semaine le 2e volet de ses réformes sociales, celle de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Mais pour la CGT et Solidaire, pas question de tourner la page des ordonnances, synonyme de casse sociale selon elle. Le gouvernement est sûrement passé à autre chose, la CGT n'est pas passée encore à autre chose. Nous sommes toujours mobilisés pour un code du travail du 21e siècle avec des conditions sociales différentes que celles qui sont dans les ordonnances. C'est sur ce sujet-là qu'on veut avancer et le fait qu'elle soit promulguée ne nous empêche pas de continuer à revendiquer. Les primes à l'ancienneté, par exemple, qui sont menacées. Les routiers l'ont gagné, mais de haute lutte avec une mobilisation importante. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre et prendre en compte, c'est la mobilisation d'un maximum de population active, retraitée. Toutes les confédérations qui ont échoué à arrêter une action unitaire émettent de sérieuses critiques quant au risque que présentent certaines mesures pour le salarié, comme le plafonnement des indemnités prud'homales ou la fusion des instances représentatives du personnel dont le décret d'application n'a toujours pas été publié. Mais elles sont divisées sur les modalités d'action et semblent déjà, pour certaines, tourner vers le prochain volet des réformes sociales. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous.